Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans quelques instants, nous aurons le plaisir d'écouter Naven Kanalourama-Murthy, lauréat du prix du Collège de France 2023. Alors, moi, je suis Dario Mantovani. En tant que président du jury, j'ai l'agréable tâche de le présenter brièvement. Et je tiens à rappeler que le jury était composé aussi d'Anne Cheng, François Desroches, Pierre-Michel Manguer et Valentine Zuber. Alors, le prix du Collège de France est décerné à une jeune chercheuse ou un jeune chercheur choisi pour l'excellence de son parcours et le caractère novateur de ses contributions. Les candidats doivent avoir soutenu leur thèse depuis moins de 7 ans et être en fonction dans une institution publique de recherche en France. Pour sa deuxième édition, en 2023, le domaine était celui des lettres, des humanités, des sciences sociales, avec par sous-titre « Rencontre des civilisations ». Les candidatures étaient 88, presque le double par rapport à la première édition du prix, et la plupart étaient des très hauts niveaux. Et c'est certainement le signe de la richesse de la recherche en France dans les domaines des sciences humaines et sociales. Néanmoins, la figure de Naven Kanalu nous a semblé s'imposer. Alors, fidèle à la maxime de Voltaire selon laquelle la meilleure façon d'ennuyer est de tout dire, j'essaierai vraiment très bref, je dirai très peu, d'autant plus que vous aurez la chance de l'entendre vous présenter directement ses recherches. Alors, il y a un mot qu'on utilise souvent lorsqu'on parle d'un chercheur, celui de parcours, et je pense que c'est un mot qui tombe très bien pour décrire la figure de notre lauréat, parce qu'il y a bien évidemment un parcours dans l'espace qu'il a accompli. Il a commencé ses études en Inde, son pays d'origine, puis les a poursuivis en France, ensuite aux États-Unis, pour enfin revenir en France où Naven Kanalu enseigne depuis 2022 à l'École des hautes études en sciences sociales sur une chaire pure une histoire institutionnelle de l'Empire moghol, droit, pouvoir, économie politique en Asie du Sud. Mais notre lauréat a effectué un parcours probablement plus remarquable encore à travers les disciplines. Parce qu'il a commencé ses études par une licence en économie, il a ensuite obtenu 3 maîtrises, une en philologie indienne, une en histoire de la pensée économique, une en philosophie, puis un doctorat en histoire. Cette extraordinaire diversité disciplinaire se reflète aussi dans sa recherche. Alors, comme le titre de sa chaire, le titre de la conférence l'indique, Naven Kanalu est une historienne des normes, des pratiques juridiques, économiques, politiques de l'Empire moghol en Asie du Sud, notamment au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors, pour le dire autrement, de façon un peu plus directe, au centre de son attention est la place du droit hanéfite dans l'administration et la vie de l'Empire moghol. Alors, il faut souligner le droit hanéfite constitue l'un des plus grands systèmes juridiques de l'époque moderne, à côté du droit romain et du common law. Et moi, étant un historien du droit romain, j'étais impressionné par la façon où, dans les écrits de Naven Kanalu, où on développe le parallélisme, et si de parallélisme peut-on parler, entre je ne dirais pas les contenus, mais quand même le système des sources du droit romain et du droit hanéfite. Et donc je trouve que c'est quand même c'est un terrain à exploiter davantage. Tous les problèmes, lorsqu'on on approche le droit hanéfite, c'est de comprendre comment il a pu être appliqué dans un espace impérial, celui du sous-continent indien, où coexistaient des populations, des religions et des langues très différentes. Alors, d'abord, il y a la question conceptuelle. Et ce qui frappe dans les travaux de Naven Kanalu, c'est qu'il fait dialoguer des auteurs des traditions très différentes. Traditions occidentales, donc on trouve des travaux qui
aborde de façon critique très profonde Montesquieu ou Pierre Bourdieu, auquel Naven-Canal dédie son séminaire cette année, mais il fait dialoguer cette tradition avec une tradition indienne, avec cet objectif de comprendre dès l'intérieur la façon dont les protagonistes de l'Empire hanéfite concevaient leurs propres institutions. Mais il ne suffit pas d'étudier les règles, les normes juridiques, il faut aussi examiner leur application dans la pratique. Par exemple, dans les relations contractuelles entre des populations de religions différentes. Et pour ce faire, il n'y a qu'un moyen, c'est-à-dire se tourner vers les sources, les textes, les traités juridiques, les contrats, la correspondance administrative. Alors, je le dis de façon très simple, mais c'est un point très important. Les sources sont le seul patrimoine des sciences humaines et sociales. Et une étape majeure a été la découverte par Naven-Canal d'environ 200 000 documents d'archives encore jamais exploités, qu'il a fait au Rajasthan State Archive à Bikaner, au nord-ouest de l'Inde. Découverte exceptionnelle qui va alimenter sa recherche, je pense, pendant toute sa vie de chercheur, mais il ne suffit pas de découvrir des documents, il faut les déchiffrer, les éditer de façon critique, et c'est ici qu'entrent en jeu ces talents de philologue, mais le dernier obstacle, c'est celui des langues. Et ici, il y a vraiment une difficulté linguistique majeure parce que les traités de droit sont en arabe, qui est la langue théologique des musulmans. L'administration se fait quant à elle en persan, la langue savante. Pour finir, la population parle plusieurs langues vernaculaires régionales. Et donc, la première ressource de la philologie, c'est la connaissance des langues. Et Naven-Canal en connaît 15. La prise en compte simultanée de tous ces documents, conceptualisation, langue, lui permettent de reconstruire son objet de recherche de façon complète. C'est le point qui me semble le plus distinctif de sa démarche, c'est-à-dire il a les moyens conceptuels, linguistiques, philologiques, juridiques, historiques, économiques pour essayer, bon, c'est impossible, mais c'est quand même un but auquel il faut toujours essayer d'atteindre, de reconstituer l'objet historique de façon la plus complète possible. C'est ce qu'il fait. Pour conclure, le parcours de Naven-Canal exemplifie la complexité de la recherche dans les sciences humaines et sociales, ce qui les rend si exigeantes, passionnantes, mais aussi fragiles. Et sa conférence d'aujourd'hui, je pense, nous en donnera une très belle confirmation. Et donc, je lui donne la parole. Merci beaucoup. Chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, l'empire moghol qui a dominé le sous-continent indien entre 1526 et 1857 était la dernière grande puissance avant l'époque coloniale et le colonialisme britannique dans la région. Aujourd'hui, l'étude, mais aussi la façon dans laquelle cet empire est imaginé dans l'espace public en Inde est très controversée. C'est surtout parce que les empereurs eux-mêmes étaient musulmans, mais la population était majoritairement non musulmane, issue des différentes castes, ethnicités, clans, mais aussi des différentes religions, notamment ce qu'aujourd'hui on a
on regroupe en tant que l'hindouisme. Et cette question pose encore plus de problèmes vu la situation actuelle politique en Inde. Et la question est très simple, c'est-à-dire dans le contexte actuel, l'idée c'est que tout ce qui devrait être la culture indienne, elle devrait trouver ses sources à l'intérieur de ce qui est la République indienne aujourd'hui, ou bien surtout dans un certain imaginaire du passé indien, remontant à l'Antiquité des textes fondamentaux de l'hindouisme. Mais néanmoins, le passé historique et l'héritage culturel de cette région est beaucoup plus complexe, dans lequel l'islam, surtout dans le second millénaire, avait joué un rôle très important en Inde du Nord entre le XIIIe siècle et le XIXe siècle. Et c'est dans cet aspect-là que je vais aujourd'hui aborder la question de l'Empire moghol dans une partie très courte de son histoire entre 1650 et 1700, quand le dernier des grands empereurs moghols, Aurangzeb Alamgir, avait régné. L'Empire moghol, donc, qui est fondé en 1526 par le chef centra-asiatique Babur, trouve sa croissance notamment au XVIIe siècle. Donc à la fin du XVIIe siècle, cet empire de la conquête militaire et de l'expansion impériale se trouve son extension la plus large. Donc, comme vous voyez sur cette carte, elle couvre pratiquement tout le sous-continent indien, donc du nord de l'Inde, du Cachemire jusqu'au sud dans le Décan et la péninsule indienne, et à l'ouest, l'empire qui a ses frontières avec les Safavides, inclut une grande partie de l'Afghanistan actuel, Kaboul, Kandahar, et à l'est, il a son extension jusqu'à Bengale. Donc, nous estimons qu'environ 100 ou 150 millions était la population de cet empire à l'époque. Et cet empire qui va notamment trouver son apogée au XVIIe siècle va très vite, à partir des années 1740 et 1750, affaiblir. Et au début du XIXe siècle, c'est pratiquement la ville de Delhi, qui était une des villes les plus importantes, mais aussi la capitale, reste le seul parti de l'empire que les empereurs qui continuent à gouverner contrôlaient. Et ce qui fait la difficulté, c'est cette question de la charia. Donc, c'est un terme qui est très connu, qui fait même aujourd'hui beaucoup de polémiques et de controverses, le droit sacré musulman. Et l'historiographie indienne avait souvent nié l'application du droit musulman dans un contexte qui était celui des non-musulmans. Donc, comment peut-on en fait appliquer un droit qui concerne la communauté musulmane sur ceux qui ne sont pas musulmans? Mais en même temps, quel est le système juridique de cet empire a été rarement posé par les historiens. Mais on peut aussi prendre cette question d'une autre direction, c'est-à-dire de la pensée politique européenne qui a beaucoup influencé la façon dans laquelle les historiens et les historiennes de l'Inde moghole ont regardé l'Empire et qui remonte à
à des sources européennes, notamment les chroniques et les récits des voyageurs comme François Bernier, qui était un médecin à Montpellier et qui a vécu en Inde moghole, était proche de la cour et des élites de l'époque d'Aurangzeb. Et pour lui, cette façon de régner était despotique, et cet aspect de ce qu'il avait dit a été repris par Montesquieu. Montesquieu, bien sûr, est en train de construire aussi une image du despotisme et pour avertir les princes européens, mais néanmoins Aurangzeb, mais aussi les empereurs ottomans, qui étaient appelés les grands Turcs, jouent un rôle important dans cette construction. Donc le despotisme, d'une certaine manière, va avec la question de la loi ou du droit, parce que tout régime despotique est considéré comme n'ayant pas de règles ou disons, un système juridique qui va contraindre les pouvoirs du souverain, des princes et de son administration. En ce sens, cela a conduit aussi dans le contexte colonial les auteurs comme James Mill et d'autres à concevoir le pouvoir moghol comme étant arbitraire, voué aux passions, aux envies des empereurs, donc qu'ils pouvaient faire ce qu'ils souhaitaient. Et c'est cette question que moi je conteste. Je le conteste donc en reprenant de l'intérieur de la tradition religieuse, juridique et politique de l'islam dans la région, qui remonte, comme j'ai dit, au XIIIe siècle. Donc les Moghols sont sunnites. Ils pratiquent une des 4 écoles principales du sunnisme, le droit hanéfite, les autres étant le malikisme, le hannibalisme et le chaféisme. Et le droit hanéfite lui-même a été produit dans un contexte transimpérial, dans un monde musulman plus large, dans lequel l'Inde se trouvait aussi sa place. Et c'est un droit qui a été, donc à l'époque moderne, utilisé dans plusieurs régions, notamment dans le Moyen-Orient, dans l'Empire ottoman, mais aussi en Afrique du Nord et dans les Balkans, également dans les Khanats d'Asie centrale, ce qui est actuellement le Kazakhstan, l'Ouzbékistan ou le Turkménistan, aussi bien que dans le sous-continent indien. En ce sens, en fait, c'était un des systèmes juridiques les plus larges de l'époque. Et c'est un droit des juristes, c'est-à-dire c'est élaboré par les savants musulmans, les ulama, ou pour être plus précis, les fuqaha, les juristes parmi eux, qui développent à partir de la casuistique leur droit. Et la façon dans laquelle c'est abordé souvent dans l'historiographie contemporaine, c'est aussi de le voir comme à la fois de sa, disons, tradition intellectuelle, l'histoire des idées et de la dogmatique juridique, et d'autre part, souvent par le biais des documents dans lesquels ce droit est appliqué. Donc, comment les différentes instances, notamment les juges, les qadis, les appliquent dans des contextes divers. Mais ce qui est rarement considéré ou pris en compte, c'est quel est le rapport entre ce droit des juristes et le gouvernement lui-même. Le gouvernement d'un empereur musulman, mais il y a aussi ce rapport d'une manière pratique, c'est-à-dire comment est-ce que le sultan, lui, se comporte, où est-ce qu'il se trouve sa place à l'intérieur du système juridique. Mais une autre question qui est celle de la production des textes, c'est-à-dire le rapport entre la compilation qu'on fait systématiquement de ce droit et la souveraineté. Donc, comment est-ce que les empereurs
participent ou non dans l'élaboration, dans la préservation du droit. Et dans le contexte indien, on a une particularité sur laquelle je vais venir, mais avant cela, brièvement pour donner un aperçu global, le droit néophyte, on peut le classifier entre la période classique et post-classique, disons entre le 8e et le 12e siècle, qui est considéré dans les études sur l'islam, dans l'islamologie, comme la période classique de l'islam, et par la suite ce qui est appelé post-classique aujourd'hui, du 13e au 18e siècle. Bien entendu, il y a des continuités dans la doctrine juridique qui développe lentement, mais ce système juridique, il est appelé anéphite parce que il est, en tout cas dans la tradition Abu Hanifa, est considéré comme le fondateur au 8e siècle dans l'Irak. Et Abu Hanifa et son disciple Abu Yusuf, tous les deux jouent un rôle important dans les premiers développements du droit hanéfite. Mais c'est surtout dans la région centra-asiatique, ce qui est appelé la Transoxiane ou Mawara al-Nahr en arabe, que nous trouvons une prolifération des textes, des grands juristes comme Sarakhsi, Samarkandi, Qassani, Nasafi ou Marginani entre le 11e et le 14e siècle. Et les Moghols, comme ils viennent aussi de cette région, sont influencés de longue date par cette tradition. Et il y a différents types de textes qu'on classifie entre les usul al-fiqh, donc le droit ou la jurisprudence est appelé fiqh en arabe, qui dans le premier sens du terme était la connaissance, fiqh, qui devient plus tard la jurisprudence. Donc nous avons les usul qui sont les principes du droit ou la théorie du droit, où on développe sur les différents types d'outils qu'on peut utiliser, comme le syllogisme et l'analogie, quelles sont les règles logiques qu'on peut appliquer ou utiliser pour produire le droit. Mais il y a aussi tout différents types de textes qu'on appelle le furu al-fiqh, ou les branches de la jurisprudence. C'est là qu'on développe la matière juridique, disons, à partir de la casuistique et différents cas qu'on prend. Les juristes donnent leurs opinions juridiques. Donc, ces compilations qu'on appelle les fatawa, qui sont donc fatawa étant le pluriel du terme fatwa, une opinion juridique ou opinion juris, est une compilation de différentes opinions juridiques qui ont été émises par les juristes à différentes époques. En Inde, notamment, il y a une longue tradition déjà qui remonte au XIIIe, XIVe siècle, où les sultans participaient dans la compilation. Ils demandaient les juristes qui étaient à la cour de produire des compilations. Donc, nous avons des textes comme le Fiqh Firuz Shahi ou bien le Fatawa Ibrahim Shahi qui remonte déjà au XIVe siècle. Peut-être on peut aussi, c'est une question de point de vue comparatif, on peut poser, c'est-à-dire est-ce que c'est une tradition particulière à la région? Est-ce que nous avons les mêmes types de procédés ou de rapports qui existent entre les sultans et la question de la compilation? Et dans le contexte moghol, la seule fois que la compilation a été faite, c'était donc durant le règne d'Aurangzeb Alamgir dans les années 1660 et 1670. Et ce texte qui est connu comme Al-Fatawa al-Alamgiri, ou les institutions du conquérant du monde, a été un des textes moghols qui a circulé peut-être
très largement dans l'espace transimpérial. Donc, bien qu'il est produit à la cour moghole au Fort Rouge à Delhi, déjà dans les années 1690, on trouve que les manuscrits apparaissent. Donc ici, j'ai pris 3 exemples en fait, qui viennent tous des collections qui se trouvent aujourd'hui à Istanbul. Et même, en fait, pendant mes recherches, je n'ai pas pu trouver les plus anciens manuscrits en Inde. Mais c'était à Istanbul. Et tous les 3, donc ces manuscrits ont été copiés à la Mecque ou à Médine. Donc ce que le manuscrit au centre appartenait au cheikh l'Islam Feyzullah Effendi, donc, qui était le plus haut juge et administrateur juridique de l'Empire ottoman. Et le manuscrit à gauche était celui que les Reis-ul Kuttab, les scribes principaux de la chancellerie impériale ottomane, possédaient. Et à droite, c'était un manuscrit qui appartenait à la mosquée, à la madrasa, le collège attaché à la mosquée de Hagia Sophia. Donc, en ce sens, c'est ce texte qui était connu et encore connu comme Al-Fatawa al-Hindiya ou les institutions indiennes est aussi un des textes les plus importants de la région. Donc, pour venir et passer de cette bref aperçu, comment en fait comment est-ce que ce système juridique est appliqué? Quand je parlais de cette question de la charia et son rapport avec les non-musulmans, avant tout, il y a la question de la fiscalité et de la terre agricole. Donc, nous parlons des sociétés qui étaient principalement agraires. La population urbaine dans l'Empire moghol est peut-être, on estime, entre 5 et 7%. Donc, c'est très, bien sûr, c'est une population importante, mais elle est minime par rapport à le reste de la population qui est dépendante, qui est paysanne, des différentes castes et chefs agricoles qui font partie de cet empire. Et cette question a été notamment abordée par Barbara Johansen dans son ouvrage classique de 1988, The Islamic Law on Land, Tax and Rent. Et une des questions qui a souvent été soulevée à la fois par les orientalistes, mais aussi par les officiers britanniques après le colonialisme, c'était à qui appartenait la terre agraire. Est-ce qu'il y avait une sorte de propriété privée des paysans ou est-ce que l'État le possédait entièrement? Parce que souvent, Bernier donc, avait dit que c'était le sultan lui-même était propriétaire de la terre entière. Et d'autres qui pensent aussi que c'est, en fin de compte, c'est Dieu lui-même qui est le propriétaire, parce que la terre a été créée par Dieu. Je vais revenir sur ces aspects aussi, parce qu'ils ont des conséquences pour la définition qu'on peut donner de ce régime, de cette forme de souveraineté. Mais la terre, et c'était le consensus dans le droit hanafique post-classique, que la terre, elle appartenait au Beitul Mal, ou le trésor public de l'Empire. Donc, nous trouvons plusieurs textes aussi qui ont été rédigés en Inde. Donc, ici, c'est un manuscrit qui est aujourd'hui au British Library par un des juges Thanavi sur le statut, donc, qui est appelé Ahkam Aradi al-Hind, donc quels sont les règlements statutaires des terres de l'Inde, de Hind, et il le dit clairement que le trésor en est le propriétaire. Donc, donc, dès que nous parlons de la propriété, il faut aborder, c'est une question qui est soulevée aussi dans la pensée politique occidentale, c'est-à-dire comment en fait apparaît la propriété.
d'où naît, il faut des principes, n'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un comme Locke a comme point de départ une théorie du travail, c'est-à-dire en mélangeant le travail dans la terre, on devient propriétaire de cette partie sur laquelle on a investi l'énergie et la force pour le rendre fertile. Donc ici, la théorie est fondée sur l'idée qu'avec l'expansion militaire et après la bataille, le sultan, lui, il possède la terre en tant que butin de guerre, donc le butin de guerre qui lui vient. Et ce qu'il fait à ce moment-là, c'est de transférer non pas la propriété, mais seulement la possession de la terre aux paysans qui sont déjà là. Donc en ce sens, nous avons une situation où les paysans sont seulement, ils ont seulement la possession, la frappe de la terre, et ils ont contrepartie la jouissance de l'usufruit que va produire cette terre. Mais dans ce contexte, donc, ce qui est produit par la terre, c'est-à-dire la blé, est la copropriété du sultan et des paysans. Donc, ils sont ensemble copropriétaires de ce produit agricole. Et même, en fait, les juristes, notamment dans la compilation impériale, disent que les paysans ont théoriquement pas le droit de consommer même un grain de blé parce que cela constituerait dans ce cas-là la fraude fiscale, parce que s'ils consomment un grain de blé, ils réduisent la valeur du blé et vont en fait réduire aussi l'estimation. En ce sens-là, ce qui a été versé au sultan était une rente ou un loyer et non pas un impôt foncier. Et souvent, on constate dans l'historiographie, même moghol, on a tendance à l'appeler Mughal taxation, ou l'impôt moghol, alors que les sultans percevaient en réalité une rente parce que la terre, dans le trésor est propriétaire, le sultan, lui, il est le mandataire du Baytul Mal. Donc il y a différentes manières dans lesquelles c'est loué, soit par le métayage ou par le louage. C'est principalement le métayage qui est pratiqué pour la production du blé ou du riz et d'autres denrées. Mais cette question aussi soulève, qui est abordée par les juristes, comment en fait finalement répartir le produit agricole. En réalité, l'ensemble du produit agricole devrait être distribué entre différents groupes et il classifie les trois groupes qui existent. Donc d'une part le sultan et son administration. Donc il a toutes sortes de dépenses, non seulement pour lui-même, le cours, aussi bien que le foyer, mais là aussi les dépenses liées avec les guerres et la thésaurisation. Donc il faut qu'il arrive à couvrir ces dépenses. Ensuite, il a des officiers militaires et soldats, donc il y a ce qu'on appelle les mansabdars dans le système moghol, qui sont nommés et stationnés à travers l'espace impérial. Donc il faut payer ces soldats et leurs troupes. Donc ce que font les Moghols, c'est de céder une partie, donc ça peut être plusieurs départements dans une région. Donc l'officier militaire et ses soldats vont prendre la rente qui est due à l'État en tant que leur salaire. Et finalement, il y a les communautés paysannes, il faut penser à leur subsistance. Et dans ce sens-là, c'est déjà une question de la justice distributive entre ces différentes populations, donc les paysans qui sont communément appelés le Reaya, et vous avez les troupes militaires et l'administration. Donc cela produit aussi, donc ici j'ai pris un manuscrit qui concerne
misahat ou la mesure, des différentes manières dans lesquelles il faut mesurer les terres, donc le lien avec la géométrie aussi pour distribuer les terres qui existent. Mais au-delà, donc pour continuer avec la fiscalité, avant d'aller sur la question du gouvernement même, on a aussi différents types de terres qui existent et qui sont abordées par les juristes, mais ces terres sont aussi très variées. Quand vous imaginez que le droit néphite a été appliqué au Balkan, mais aussi dans le Bengale, à l'est de l'Inde, nous parlons en fait en réalité de point de vue topographique des régions qui sont très différentes. Donc vous avez, mais aussi dans l'Asie centrale ou ailleurs, on a différents types de terres. Mais néanmoins, le droit arrive à abstraire et trouver différentes manière de les classifier. Il y avait des terres qui ont été appelées les terres désolées, ou en arabe mawat, littéralement les terres mortes. Et cela, en fait, a été très peu étudié en réalité par les historiens, notamment à la fois du point de vue comment on identifie quel type de terre, mais qu'est-ce qu'on fait et les terres désolées, en fait, sont sous le contrôle du sultan. Il est appelé imam ou le chef, sur lequel je vais venir à la fin. Et les juristes, donc ici je prends une opinion juridique de Kassani, qui est mort en 191, et qui était un des grands juristes de l'Asie centrale. Et lui, il évoque, donc, il élabore toutes les règles des terres désolées. Et une de ces règles, comme il dit, de même les terres situées autour des localités habitées et affectées à l'usage des habitants qui peuvent y prendre du bois et y faire paître leurs troupeaux ne sont pas mavat ou terres désolées, si bien que l'imam, le chef, ne peut y accorder une concession. Car ce qui est affecté aux habitants d'une localité leur appartient comme leur appartient à la cour de leur maison. Or, une concession serait la négation de leurs droits. Donc, quand ils identifient les terres désolées, ils démarquent aussi quels sont en fait, des types. Ces terres désolées sont souvent en fait les terres qui ont été laissées, qui n'ont pas été soit cultivées. En fait, ce sont des terres qui sont cultivables, mais qui n'ont pas été cultivées pour plusieurs raisons. Et les chefs sont autorisés à les donner à différents groupes pour la revivification. Donc, normalement, qui est censé prendre 3 ans. Mais néanmoins, comment les identifier? Donc, si on prend une localité comme un village ou une ville, il y a des terres qui sont autour qui ne peuvent pas être concédées par l'imam pour une raison, parce que ce sont des terres qui sont utilisées communément par les habitants pour leurs propres usages, comme ici pour prendre du bois ou pour faire paître leurs troupeaux. Dans ce cas-là, en fait, s'il le fait, il va empiéter sur leurs droits existants, et en ce sens, on reconnaît que s'il y a des pratiques pré-islamiques ou non islamiques qui relèvent des différentes coutumes existantes, même le imam, il n'a pas le droit de les donner, car si on donnait ces terres, ce serait comme si dans la même manière que ce serait une sorte de négation de leurs droits, parce que ces terres sont les terres communes des villageois. Mais ici, en prenant une opinion juridique, on peut penser comme, disons, une sorte d'exemple, mais en réalité, il faut que ça se passe dans l'action administrative au niveau de l'Empire même, à l'échelle de l'Empire. Donc vous imaginez qu'il y a des dizaines de milliers de villages, donc comment peut-on le faire?
Et c'est pourquoi on a besoin de toute une administration. Donc ici, j'ai pris deux exemples de documents, donc à gauche du sud de l'Inde et à droite de l'Inde du Nord. Et dans chaque province, il y a un surintendant qui est appelé Sadr, qui est responsable de ces terres désolées, et que nous conservons encore quelques partie des registres, les Ahkam et Madademash, des registres de ces terres désolées pour le centre de l'Inde. Donc ici, ce sont des pétitions qui ont été envoyées par l'agent de Mohammad Shakir et d'autres bénéficiaires. Donc c'est la pétition qui est recopiée par la chancellerie, par un scribe, pour la documentation interne. Donc ces pétitions en demandant le renouvellement des bénéfices qu'ils avaient de ces terres désolées. Et à droite, c'est un document qui a été notarisé par le Qadi, le juge, une copie du document original qui a été donné à l'officier militaire dans la région, qui prend, en fait, c'est lui qui prélève la rente, et ce document, en fait, constitue la preuve qu'il n'a pas le droit d'aller prendre la rente à partir de cette terre. Donc, il faut toute cette administration pour le faire à une échelle impériale, pour reproduire spatialement cette réalité que nous voyons en fait comme purement une opinion juridique parmi les juristes. Et donc pour partir du sphère rurale vers le milieu urbain, où s'il y a d'autres types de règles qui sont appliquées, cette période voit une croissance importante du périurbain dans l'Empire moghol entre 1620 et 1730, les années 1730 étant difficile pour l'Empire parce qu'il y a plusieurs intrusions militaires par les armées afghanes et iraniennes, et notamment le siège des villes comme Delhi, Lahore et d'autres qui vont changer la direction de l'Empire, qui vont aussi conduire à la dégradation de l'infrastructure urbaine et autres. Mais c'est à partir des années 1620, et notamment en 1630-40, lorsque Shah Jahanabad, la dernière ville, est bâtie à Delhi, on trouve cette expansion et aussi l'aménagement territorial. Donc, quelles sont les règles qui sont appliquées et souvent, lorsque nous regardons l'historiographie moghole, on a tendance en fait, à raisonner à partir du common law, donc le droit anglais qui est aujourd'hui en vigueur dans la région, parce qu'on a très rarement pris en compte en fait, le droit hanéfite, qui produit toutes sortes de contradictions et des malentendus. Mais il y a deux questions qui sont importantes, c'est-à-dire la distinction que font les hanéfites entre l'immobilier et le mobilier, où ce sont les équivalents dans les langues européennes, la akar qui est l'immobilier, et en réalité ou en général, seule la terre elle est considérée comme étant immobilière, la terre qui est créée par Dieu, et le reste est censé être mobilier, y compris ça peut être les rues, les maisons ou les arbres, dans le sens où on peut refaire l'aménagement territorial, c'est-à-dire s'il y a une maison, c'est tout à fait possible de le détruire et de construire un canal ou autre. Donc on peut retravailler, alors que la terre, par contre, elle reste immobilière. Mais cette distinction qui est cruciale produit aussi d'autres types différents types de solutions qui sont liées à cette conception propre à l'hannéfisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle la propriété complète ou faible. Donc même si seule la terre elle est immobilière, en réalité on peut aussi envisager
la maison ou le bâti avec la terre comme étant ensemble immobilier. Dans ce cas-là, on a la propriété complète. Donc, vous pouvez être à la fois propriétaire de la terre qui est en dessous, mais aussi de la maison. Mais on peut aussi les séparer. C'est-à-dire, vous pouvez être propriétaire seulement du bâti sans être propriétaire de la terre elle-même. Et cet usage, elle est très importante dans disons, le plan cadastral moghol, car la façon dans laquelle les villes impériales sont construites utilise cet aspect. Donc, si on prend ici Delhi au début du XVIIIe siècle, vous avez la ville avec ses enceintes et ses portes, donc des différentes portes comme le Kashmiri Gate ou Akbarabadi Gate. C'est seulement à l'intérieur de la ville proprement parlée qu'il y a la propriété complète, ce qui est appelé tamlik. Donc vous avez à la fois le fort qui appartient au Beitul Mal, au trésor public, et le fleuve Yamuna qui l'allonge. Il y a aussi un canal qui passe, donc le canal est la propriété publique, mais tout le reste, en fait, ce sont des maisons qui appartiennent au sujet ou aux individus privés, où il y a la propriété complète. Par contre, lorsque nous pensons au périurbain, comme le Jaisinghpura, cette agglomération, la terre, elle continue à appartenir à l'État et c'est seulement un privilège qui est accordé aux officiers militaires pour construire leur agglomération. Et c'est pourquoi, en fait, donc ici, je prends un document du Jaisinghpura à Lahore et le transfert de position qui se fait en 1688. Ces banlieues sont en fait données par les empereurs. Donc cette terre, elle est seulement la position de la terre est transférée aux officiers militaires et chaque fois qu'il y a cet officier, donc ici c'est dans un contexte particulier où les Rajputs, qui étaient une lignée très importante alliée proche des Moghols pendant plusieurs siècles, donc ici un contexte où le prince Rajput est décédé, donc c'est après il y a des négociations qui sont ouvertes entre le sultan et le nouveau prince qui est nommé parmi les Rajputs. Et une fois que ces négociations sont terminées, on va retransférer la position. Donc vous avez le document attestant que la position a été transférée avec des sceaux de plusieurs juges. Et chaque fois que le juge donc ici, en réalité, quand vous voyez plusieurs sceaux, en réalité, ce sont des sceaux des juges qui ont été faits à différents moments lorsque ils ont pris leur office dans la ville, mais aussi signés par d'autres autorités administratives. Mais on a également des signatures par des donc ici, c'est un marchand qui vivait dans le Jaisinghpura, donc pour attester que ce transfert a été authentique, a été fait de manière correcte, et aussi, en fait, il témoigne que la banlieue appartenait à son père. Je viens à un autre exemple. Donc ici, je prends plusieurs exemples pour montrer la façon dans laquelle ce droit appliqué, mais aussi s'appliquer surtout pour les non-musulmans. Donc j'ai parlé jusqu'à présent par exemple
du prince Rajput qui est hindou. Mais un autre exemple qu'on peut prendre concernant le droit de propriété dans les villes, c'est le rapport qu'entretiennent les juges, les qadis. Donc, en prenant des chapitres 20 et 23 du Adab al-Qadi ou sur la question du comportement du juge, les juges sont considérés comme ayant la tutelle générale des habitants de la ville où ils exercent leur juridiction. Donc, ils ne sont pas des juges comme nous on imagine aujourd'hui, mais ils se promènent aussi, ils vérifient les espaces publics. Très souvent, il y a aussi des censeurs ou les muhtasib, mais parfois les juges eux-mêmes vérifient la salubrité ou d'autres, ou les questions d'intoxication parmi les populations. En ce sens, ils ont la tutelle générale et surtout, ils sont aussi les gardiens des veuves et des orphelins de la ville. Et normalement, ces orphelins sont, en fait, ils travaillent souvent pour différentes activités de la ville. Donc ici, je prends un cas spécifique de ce qu'on appelle le Kitab al-Qadi, ou le lettre d'un juge à un autre. Donc, dans le banlieue de Jaisinghpura à Delhi, en 1681, il y avait une sorte de conflit. Bimal Das, qui était un habitant de ce banlieue, et il était aussi très proche des marchands, les Bania ou les Bora de la ville, et c'était quelqu'un qui était très connu dans la ville parce que notamment c'était un brahman qui connaissait l'astrologie et souvent en fait il conseillait les marchands et d'autres sur des questions de fixer les dates de mariage et d'autres. Donc pendant presque 10 ans, il résidait à Jaisinghpura et il travaillait aussi pour les Rajputs. Mais au début des années 1680, il est endetté de manière massive aux créanciers qui viennent en fait, qui veulent leur argent. Donc, ces banias ou des marchands, ils ont ce qu'on appelle un panchayat ou un conseil de caste. Donc, chaque caste a ses propres conseils qui gèrent les relations en interne. Et en fait, le conseil se réunit devant chez lui en fait, et qui demande la réquisition de sa maison pour être payé. Donc, en fait, il y a toutes sortes de bagarres et de conflits qui s'ensuivent. Il y a beaucoup de monde qui se réunit autour et on le connaît aussi par les descriptions qui existent de l'époque coloniale. Et finalement, en fait, la police, la Kotwal arrive pour calmer la situation. Et ils sont tous ramenés donc à Cheikh al-Islam, le juge de la ville de Delhi, pour déposer en fait une plainte. Et les créanciers, en fait, ils demandent tout simplement la réquisition. Par contre, le juge prend une autre solution. Donc, réquisitionner poserait aussi des problèmes éthiques, c'est-à-dire non seulement Bimal Das, mais aussi sa famille et des serviteurs, etc., vont se retrouver dans la rue. Donc, ce n'est peut-être pas la mode dans laquelle on pense à partir du droit privé actuellement, mais donc Cheikh al-Islam prend une décision. Donc, au lieu de payer les dettes, rembourser ses dettes de cette façon-là, il trouve une autre solution parce que Bimal Das est payé à partir des bénéfices qui ont été donnés aux Rajputs et la maison des Rajputs se trouve dans la ville, pas très loin de la ville de Jaipur, à Amer. Donc il envoie une lettre. Donc ici c'est la lettre qu'il envoie. Il adresse à Mohammad Mah, qui est le juge de cette ville. Et il prend en fait une décision selon laquelle ce prêt sera remboursé dans des différents versements par la chancellerie Rajput
aux marchands, et contrepartie, en fait, ils vont déduire ce montant à partir du salaire de Bimaldas. Donc ici, il prend, comme Bimaldas est attaché de manière fiscale au foyer des Rajputs, il le considère comme, disons, de point de vue pour trouver une solution, comme le foyer auquel il appartient. Donc il trouve une solution pour résoudre le problème tout en gardant la maison. Donc, en ce sens, donc ici, c'est un document. En réalité, ce n'est pas l'original qui a été envoyé, mais c'est la copie qui a été tirée par le scribe de Mohammed Mah, le juge de Amer, et qui a été déposée dans la chancellerie Rajput comme preuve. Donc, même si on n'a pas l'original, mais à partir de cette copie, on peut en déduire finalement le résultat. Mais néanmoins, pour prendre un peu de recul et penser à l'espace impérial, donc comment peut-on gérer au XVIIe siècle un empire aussi vaste, parce que souvent on a tendance à penser dans les études impériales de penser aux empires comme ayant les centres et les périphéries. Donc le centre contrôle ce qui est autour, mais en réalité les périphéries sont difficilement contrôlables, les frontières sont très faibles. Mais peut-être il faut penser du point de vue des acteurs eux-mêmes, de leur administration, comment eux, ils voyaient cette réalité quotidienne de collecter les informations, d'envoyer des ordres à des différents agents, des officiers qui sont stationnés, et surtout d'exercer ce pouvoir, qui est la tâche du sultan. Donc, pour aborder, donc je vais me concentrer moins sur le droit, mais sur cette économie d'information qui existe par la circulation des documents. Donc ici, je n'ai pris que quelques exemples. Aurangzeb, l'empereur et le sultan, il a son conseil qui se tient, le conseil privé, tous les jours, matin, c'est normalement entre 7h15 et 7h45 tous les matins. Donc ici, vous avez les minutes ou le procès-verbal du conseil. Et ces procès-verbaux sont envoyés chaque semaine à tous les officiers à travers l'Empire, en fait, pour qu'ils soient au courant des décisions qui ont été prises ou les changements ou des transferts des postes et d'autres. Mais néanmoins, comme il était un être humain comme tous les autres, il y a des moments où il ne peut pas en fait, prendre des décisions où en fait le conseil ne se tient pas du tout. On a très souvent des exemples, notamment lorsqu'il était très âgé, parce qu'il est mort à l'âge de 89 ans. Parce qu'il avait soit parfois le mal aux dents, mais il était aussi insomniaque. C'est quelqu'un qu'on connaît par les chroniqueurs qui dormait très peu, et il y a des moments où il se réveille toute la nuit, et très tôt le matin, on annule le conseil. Donc, même dans ce cas-là, on va produire un document en disant que le conseil ne s'est pas tenu parce que le sultan ne pouvait pas le faire. Donc ces documents sont envoyés, mais aussi on reçoit des différents types de pétitions, non seulement par les sujets, bien sûr il faut être d'un certain statut social pour l'envoyer à la chancellerie impériale, mais aussi par les officiers militaires eux-mêmes. Donc ici, vous avez toute une liste des pétitions qui sont venues de l'Inde du Nord. Aurangzeb, au second moitié de son règne, entre 1681 et 1707, il est au sud de l'Inde pour l'expansion militaire, et les historiens ont souvent dit que l'empire ou le déclin de l'empire commence à cette époque. Donc moi, j'essaie de montrer que non, en réalité, parce qu'on n'a pas pris en compte la façon dans laquelle fonctionnait cette administration. Donc même s'il est au sud de l'Inde, ça revient à son administration à prendre des décisions sur un certain nombre de choses, comme la construction
des ponts et aussi des ouvrages fluviaux, parce que comme les juristes en effet le disent, ces travaux publics devraient être financés par le Trésor. Et ces travaux publics sont pour le bien public de l'humanité, ils le disent comme Ammatun Nas, ce ne sont pas seulement pour les musulmans, parce que c'est un empire où il y a aussi des non-musulmans qui ont les mêmes besoins. En ce sens, pour le faire, il faut soit l'autorisation du sultan ou bien il y a des différents surintendants qui ont des pouvoirs plénipotentiaires qui sont installés dans différentes villes qui peuvent prendre ces décisions et c'est la trésorerie locale qui va le payer, mais en réalité, la décision, elle est approuvée par le centre. Et c'est pourquoi, en fait, même aujourd'hui, si vous allez aux confins de l'Empire, comme au Cachemire ou au Bangladesh, vous allez trouver des inscriptions au nom des sultans en disant que c'est eux qui avaient fait ces travaux. Donc même cette distance a été quelque chose à réguler, parce que pour nous, ça peut sembler comme périphérie, mais pour eux, c'était l'espace sur lequel ils avaient autant de pouvoir que n'importe où dans l'Empire, mais il y a aussi la correspondance entre les officiers militaires. Donc ici, c'est entre le gouverneur de Delhi et les Rajputs dans les années 1690, lorsque, en fait, on a rouvert les mines de cuivre qui existaient dans le nord-ouest de l'Inde. En fait, l'Inde, en réalité, n'avait pas vraiment des mines importantes des métaux précieux, mais comme dans les années 1690, le prix international était très élevé, c'était possible rouvrir les mines et c'était profitable de les exploiter de nouveau. Mais on reçoit aussi, d'une part, on envoie des ordres, mais on reçoit aussi des rapports réguliers. Donc, ici, c'est un rapport qui a été envoyé de Agra, qui était l'autre capitale. Donc, dans la ville de Mathura, qui est à environ 50 km d'Agra, le Qadi Hamid, il est accusé en fait d'avoir fait une sorte d'exaction illégale de l'argent et une sorte de taxe des habitants et des soldats. L'administration Agra envoie en fait quelques intendants pour aller vérifier pour eux-mêmes si c'est vrai ou non. Et finalement, on se rend compte que c'était une sorte de rumeur qui avait circulé et qu'ils n'avaient nullement fait un tel type d'acte. Donc il faut aussi collecter ces informations et les faire toute la vérification. Donc qui est le travail, la tâche de la chancellerie, différentes manières dans lesquelles on vérifie l'authenticité des documents qui viennent. Donc ici, pour prendre quelques exemples, les documents de la chancellerie impériale viennent dans des enveloppes de soie qui sont tissées dans les ateliers qui sont un peu partout dans l'Empire et avec un cachet de cire. Et lorsque ça vient des agents au niveau plus local, en réalité, en fait, ils cirent le papier lui-même. Donc, ils font des plis du document ou de leur lettre. Et une fois que cela vient, il y a plusieurs manières dans lesquelles on doit vérifier l'authenticité de ces documents. Donc, souvent, pour les documents impériaux, sur le dos, on l'inscrit. Donc, ici, c'est Mulahaza Shod, où a été inspecté. Comme vous pouvez voir, c'est avec une calame un peu plus épaisse qu'on utilise pour la vérification, ou aussi dans les langues vernaculaires, ici c'est Sahih, qui est le mot arabe Sahih pour dire authentique. Donc on vérifie l'authenticité des documents en regardant le type de
papier, la qualité, mais aussi les sceaux, etc. Parce que parfois, on a des documents qui sont falsifiés. Donc, ici, c'est un document falsifié qui a été copié pour être vérifié et trouver en fait qui sont les responsables pour ce type d'action qui pose des problèmes pour l'administration. Mais néanmoins, on a aussi d'autres manières dans lesquelles l'information circule, surtout pour les officiers militaires, parce qu'ils ont leurs agents ou les wakils qui sont stationnés dans la chancellerie impériale. Donc ici, vous avez la lettre du représentant des Rajputs envoyé d'Aurangabad en racontant les faits. Donc ils sont là pour veiller à la position des autres officiers, aussi pour raconter les rumeurs qui existent, mais surtout, très souvent, ils versent des différents types de pots de vin aux grands officiers pour servir leurs propres intérêts. Donc ce qu'on ne voit pas de point de vue de l'administration impériale, on le voit dans ces documents qui sont envoyés par les agents. Mais néanmoins, en descendant de cette réalité impériale vers le niveau local, la diversité linguistique de l'Empire apparaît dans ses propres sources, parce que souvent l'étude a été, on s'est concentré beaucoup sur le persan, mais en réalité on estime que moins d'1% de la population était persanophone. Donc la grande majorité de la population, elle utilise des différentes langues vernaculaires qui apparaissent. Donc ici, je montre que 3 exemples des différentes régions entre le Dunduri, le Marathi et le Bengali, dans lesquels on retranscrit, on traduit le document tout en gardant le persan. Donc je vais conclure avec la question. Donc jusqu'à présent, j'ai pris quelques exemples de l'application du droit. Mais quelle est la source de l'autorité finalement du sultan? Et cela remonte à la théologie rationnelle, le qalam, qui est produite en arabe, mais aussi la jurisprudence ou la fiqh. Le XVIIe siècle voit un renouveau important dans la production des commentaires sur la logique, la théologie et la théorie du droit, et notamment ce qui était proche de la cour ou de l'administration, donc comme Mir Zahid Haravi, qui travaillait à Kaboul, a produit un commentaire important sur la théologie qui va devenir, en fait, qui va faire partie de l'enseignement dans les collèges au XVIIIe siècle, ce qui est appelé le Dars Nizamiya. Et on a encore très peu d'études sur cette histoire intellectuelle. Récemment, il y avait l'ouvrage d'Asad Ahmed sur la logique, mais aussi la théorie du droit au XVIIe siècle, et cela est nourri surtout par l'installation des savants sunnites qui viennent de l'Iran safavide, où ils sont persécutés après le passage vers le chiisme. Dans ce cas-là, le conflit en Iran, les problèmes sont très importants pour le développement du droit et de la pensée théologique. Et les sources théologiques nous disent dans différentes façons l'autorité du sultan, et il est appelé imam ou le chef post-prophétique. Donc après le prophète Mohammed, il n'y avait pas d'accord, en tout cas pour les sunnites, sur qui devrait prendre la responsabilité de la communauté musulmane, mais il faut nommer un chef. Et il y a différents types de critères qui sont développés par les savants, et la définition qu'ils donnent de cette fonction, c'est Riyasa amma fi umur ad-din wa ad-dunya en arabe, que je traduirai
qui pose des problèmes dans notre langage européen, mais je le traduis comme la magistrature universelle sur les affaires religieuses et mondaines. La définition qu'il donnait de l'islam, c'était que c'était le din et le dunya, c'est-à-dire c'est la religion et tout ce qui concerne le monde d'ici-bas. Donc pour toutes ces questions, c'est lui finalement qui a la plus haute autorité. Donc c'est une fonction juridique, il est le fonctionnaire juridique le plus important. Souvent on a tendance à penser dans l'histoire politique des empires musulmans que les empereurs ou les sultans avaient une fonction politique et que les ulama ou les savants avaient la fonction religieuse. C'est une manière européenne de séparer, disons, le pouvoir temporel et spirituel, alors qu'ici, en réalité, c'est lui qui a cette autorité juridique sur tous, y compris sur les savants musulmans. Donc, pour conclure, quelle est cette autorité et comment quelles sont les conséquences qu'elle a dans le contexte moghol. D'abord, c'est lui, on a besoin de son autorisation, comme on a vu pour les terres désolées, mais aussi pour la question de l'aménagement foncier. C'est son administration qui va décider est-ce que la terre, elle reste publique ou privée. Donc, il peut parfois privatiser, même donner comme un don la terre, dans ce cas-là, qui est un privilège que très peu peuvent en avoir, c'est donné par lui, mais également tous les juges, les magistrats et les officiers sont considérés comme ses députés, donc il délègue l'autorité, lui-même il est considéré comme le plus haut juge et chaque semaine il fait la justice à ces sujets, peu importe où il est. Et les juges sont ces députés dans la fonction de la justice et les autres sont appelés, donc, dans tous leurs sources le disent clairement, qu'ils sont des serviteurs donc de Alamgir ou le conquérant du monde. Et finalement, il surveille aussi et veille sur les propriétés impériales qui se trouvent partout dans l'Empire, les trésoreries et des travaux publics qui sont pour le bien commun. Donc finalement, je dirais que cette forme d'autorité, c'est un nominalisme. Donc, chaque vendredi, dans différentes mosquées de congrégation de l'Empire, le sermon est lu à son nom. Il aussi il décrète son propre calendrier. En fait, dans l'administration, la datation commence à partir de son règne. Il va émettre la monnaie de compte et va en fait démonétiser partiellement d'autres pièces de monnaie qui existent. Donc tous les contrats, les dettes, les prix sont cotés dans la monnaie de compte du sultan et finalement en fait tous les sceaux sont à son nom. Donc ici il y a Aurangzeb dans sa propre main, il avait l'habitude d'écrire des notes et qu'il en fait lui-même, disons, énonce ce qui est son autorité en disant c'est la hukm jahan muta ou le commandement obéi par le monde. Je vous remercie de votre attention.